Au sein de l'opposition. Je n'ai pas lutté 20 ans pour laisser ma place à un autre, c'est pour rester prendre le pouvoir. Risque d'endosser la responsabilité de l'échec de l'opposition congolaise. Cameroun, c'est le produit du mouroutisme. Pourtant, ils sont payés avec l'argent du contribuable congolais. À ce stade, je ne dénie à personne, bien entendu, d'avoir un point de vue. Ils vont vous replier 3 fois et ils se souviendront lorsque le coq va chanter. Créer un groupe, c'est comme si vous fouillez vos responsabilités. Et ça les arrange comme ça. J'ai posé une question simple au vieux Étienne Tshisekedi. Ils ne sont plus contents de leur système. Il faut laisser les talents s'exprimer. Vous allez découvrir soit ce que pense la société. Un esprit sain dans un corps sain. C'est lui, il avait raison. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à votre chaîne. Salutations à tous les étudiants sur des campus universitaires à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, à travers le monde. Nous sommes très sensibles à tous ces messages que vous nous envoyez d'un peu de partout. Ainsi, votre chaîne est fidèle à son rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons faire une émission assez spéciale parce que nous allons parler d'une grande famille. Vous savez, dans notre pays, depuis bien longtemps, des familles ont marqué l'histoire de ces pays. Les enfants aussi. Oui, on connaît les enfants Mobutu, on connaît aussi les enfants Lumumba, on connaît également les enfants Kabila, on connaît aussi les enfants Bemba. Et aujourd'hui, on a la chance et l'opportunité d'en avoir un. Il s'appelle Jean-Jacques Bemba, qui est le frère de Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président de la République qui est en ce moment à la CPI. Mais on va aussi dire que vous êtes un acteur politique, parce que depuis quelque temps, vous militez activement d'ailleurs au sein de la majorité présidentielle. On va pouvoir savoir pourquoi, parce que d'aucuns penseraient que si on est de l'Équateur, de l'ancien système, on doit forcément être de l'opposition. Alors, pour parcours, gradué en comptabilité et marketing en Belgique, comme beaucoup de jeunes cadres de notre pays, acteurs politiques, je l'ai dit, vous avez été candidat aux dernières élections à Guémena, Sud-Ubangi, à l'Équateur. Ça n'a pas fonctionné. Alors, Jean-Jacques Bemba, que reste-t-il de la famille Bemba aujourd'hui? Merci M. Kassamba. C'est un plaisir pour moi aussi de partager ce moment avec vous. Je tiens à vous féliciter pour votre chaîne. Vraiment, ça fait plaisir. C'est vraiment la continuité du travail que vous avez commencé en Europe. Je me souviens très bien. Je tenais vraiment à vous féliciter personnellement. Merci beaucoup. Mais écoutez, la famille Bemba est là, comme toute famille, comme vous avez dit tout à l'heure, une grande famille. Grande pas seulement par le nom, mais grande aussi par le nombre d'enfants. Nous sommes tous là. Dieu fait grâce que nous sommes encore vivants. Et notre aîné, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est en prison. Ça fait très mal à la famille, évidemment. Je ne peux pas dire le contraire, ce serait dommage. Et nous voulons vraiment continuer l'œuvre de notre feu père, qui était un vrai nationaliste, chacun dans son domaine. En tout cas, moi, je me suis mis dans ce sens-là. Et je vais essayer de faire... On va un petit peu parler de vous, c'est-à-dire les enfants de Bemba Saolona. Comment vous avez vécu? J'ai rappelé tout à l'heure que vous avez été en Belgique, formé là-bas comme vos frères. D'ailleurs, on rappelle que Jean-Pierre était formé à Tchèque avec Olivier Kamitato à l'époque. Vous étiez plus à Bruxelles ou vous étiez en province? Mais écoutez, moi je suis allé en Europe seulement quand j'ai terminé le secondaire ici à Kinshasa. Avec les diplômes d'État? Oui, j'ai vécu beaucoup à l'Équateur aussi. Je suis un vrai villageois. Ah oui, vous connaissez quand même oui, j'ai vécu les terroirs? Mais tout à fait. J'ai vécu entre Businga, Gbadolite, Libenge, Guémena. Les plantations, c'est vous? Les plantations, oui, j'y ai vécu d'ailleurs. Avant que cette plantation de Guémena, qui était la plus grande de Sud-Ubangi, devienne à mon père. Ça appartenait à un monsieur très important qui était belge aussi.
d'ailleurs qui était quelque part le père nourricier de mon pauvre père, qui s'appelait Paul Jean. Et cette plantation, j'ai vécu avant que ça devienne la propriété de mon père. Oui, alors quelle devienne-t-elle? Bon, avant que vous me parlez un peu de vous, cette plantation. On l'a dit, Bemba Saolona avait beaucoup de biens, notamment à l'Équateur, plantation de café, des maisons. Que deviennent tous ces biens? Mais écoutez, ce n'est pas évident de remplacer Bemba Saolona, je vous le dis tout de suite. C'est un enfant aussi vraiment du terroir. Et il connaissait bien ses plantations, c'est lui qui connaît le mieux. D'ailleurs, nous sommes très très loin de sa culture, qui était une culture vraiment de proche de villageois et du village et surtout de l'arrière-pays. Et ce n'est pas évident de continuer l'œuvre qu'il a laissée, parce que ça demande d'abord... Est-ce que ça s'est disloqué? Vous êtes partagé tout Non, le bien? du tout. Il reste encore quelque chose? Tout est là. Vous savez, le grand frère qui est en prison est le liquidateur légal de la famille. Il n'a pas encore décidé quoi que ce soit. Il tient à tout ça. Il tient encore à tout ça. Il ne vous a pas laissé non, dilapider comme d'autres familles le font. Oui. Nous avons cette chance d'avoir un grand frère assez sage de ce côté-là. Et nous aussi, avec notre sagesse que Dieu nous a fait, nous n'avons pas été dans ce sens-là de dilapider. Il n'y a pas eu de querelles de famille? Il peut y avoir des querelles parce que vous savez, quand vous avez beaucoup d'enfants, il y a toujours des injustices que vous subissez, chacun dans son coin. Mais nous qui sommes les aînés de la famille, en tout cas Jean-Pierre est l'aîné de tout le monde, moi je suis le deuxième garçon. Et, qui décide alors lorsqu'il est en prison? Mais écoutez, il y a un consensus au niveau de la famille. Moi, j'en fais pas partie. Moi, c'est ma volonté. J'ai décidé... Un libéral? Oui, j'ai décidé de ne pas interférer. Jean-Pierre avait choisi ce qu'il fallait pour diriger les affaires pendant qu'il est là-bas, en attendant son sort. Et je suis content que ça se passe comme ça. Et c'est bien, vous n'avez pas d'inquiétude? Je n'ai pas d'inquiétude parce que nous ne sommes pas arrivés à ce stade de dilapidation. Dieu m'a fait grâce que j'ai cette sagesse-là de ne pas piétiner là où Jean-Pierre a mis des bornes, parce que c'est quand même l'aîné de la famille. Même si, il est quoi, autoritaire, dirigiste, ou il joue le rôle de père de famille? Il fait quoi finalement? Mais écoutez, pour tous ceux qui le connaissent, savent bien qu'il est assez autoritaire. Ça, c'est un secret de Polichinelle. Mais en ce qui me concerne, ça n'a aucun effet sur moi parce que je n'ai jamais vécu vraiment avec mon frère. Vous étiez ici, lui là-bas, enfin. Oui, voilà. Et quand il est revenu, moi je suis parti. Quand il a fini les études, qu'il est revenu sur Kinshasa, moi je suis reparti sur la Belgique. Et pourquoi pendant qu'il était vice-président, enfin pendant la rébellion, quand il est revenu ici à Kinshasa, pourquoi on ne vous a pas vu au premier plan avec lui dans tout ce qu'il a fait comme activité, ni en tant que rebelle, ni en tant que vice-président de la République ici à Kinshasa? Mais écoutez, c'est simple. Moi, on est là pour dire la vérité. Oui. Et quand vous voulez savoir exactement ce que je suis, vous savez, en 97, j'étais ici quand l'AFDEL est entré. J'ai vécu tous les dommages collatéraux que l'AFDEL a emmenés. Mon père était en prison, Jean-Pierre a pris les armes sans que nous soyons au courant, sans qu'il prévienne personne. D'ailleurs, mon père... Ah oui, c'était un... Avec cette malédiction de votre père. C'était un choc, oui. Parce que bon, son père était ici, c'était pas évident de gérer ça. N'en déplaise à certains, mais mon père n'était pas d'accord avec cette histoire. Et je suis resté sur la lignée de mon père depuis 1997. Vous n'avez pas partagé je n'ai pas partagé la vision de Jean-Pierre, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça, je vous dis, si je ne suis pas rentré entre 2003 et 2006, parce qu'il était vice-président, c'est parce que je voulais rester constant dans ma vision des choses. Je n'étais pas d'accord par rapport aux armes, parce que je sais ce que c'est les armes, je sais ce que ça peut emmener comme histoire. D'ailleurs, lui-même, il a témoigné. Pendant qu'il était au front, il a failli se faire tuer. Vous voyez un peu le choc qu'un père peut avoir. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a été à un moment donné, quand il était avec Mouzé ici, il a été chez Museveni pour réclamer son fils. C'était son fils aîné. Tout espoir de la famille était sur Jean-Pierre. Votre père est mort avec ses soucis de la dérive de Jean-Pierre? Le choix des armes, le choix... Écoutez, il y a eu double choc. Le premier, c'était Jean-Pierre a pris les armes, il a refusé, il a combattu, il a tout fait pour récupérer son fils, qui avait refusé de revenir à la maison, qui a choisi son chemin, et c'est légitime. Le deuxième choc, c'est qu'il a vu son fils
il savait bien qu'en prenant les armes, c'était ça les conséquences. Oui. La prison. La prison, on ne sait jamais. C'était la mort ou la prison un jour. Mais voilà. Et pour lui, c'était quelque chose où il se disait, j'aurais pu faire mieux peut-être. Il se reprochait beaucoup. Est-ce que j'aurais pu prendre l'avion, aller chercher mon fils et revenir avec lui? Parce qu'il serait peut-être pas en prison. Qu'est-ce qui s'est passé quelques jours avant la mort de votre père? On a dit qu'il est parti voir Jean-Pierre en prison. Et en rentrant sur Bruxelles, il a eu ce choc. Non, du tout, du tout. Il a été la veille du choc de sa mort. Il a été un jour avant voir Jean-Pierre. Il est revenu et le lendemain, il a été pour un sport médical, comme on l'appelle, auprès de son médecin, en Belgique, à Saint-Jean, au niveau de Deboucaire, à Bruxelles. Et il était accompagné de mon petit frère, un des derniers. Et dans l'ascenseur, il a eu un vertige. Oui. Et il s'est assis en sortant de l'ascenseur dans la salle d'attente du médecin. Et là, les choses ont commencé à dégénérer. Oui. Il est tombé dans les vapes et petit à petit, c'est arrivé au point où il fallait l'opérer parce qu'il y avait une embolie pulmonaire. Et on l'a perdu. On l'a perdu pour une journée. Vous voyez un peu le choc. Si on était préparé, si on l'avait vu dégénérer dans sa santé, c'est-à-dire on l'avait vu malade, peut-être qu'on aurait eu moins de choc parce qu'on aurait comment il préparé cela. Comment il vivait la prison de Jean-Pierre? Très mal. Très, très mal. Vous savez, il a... pour nous qui sommes des Bantous, vous savez bien qu'un fils aîné, c'est très important. Il a mis beaucoup d'espoir en lui. Il lui a payé les meilleures études. Comme vous l'avez dit, l'échec, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Moi, je n'ai pas pu le faire, d'ailleurs. C'est parce que j'étais limité aussi quelque part, intelligemment. Oui. Mais vous comprendrez que quand son fils est revenu de la rébellion, c'était un soulagement. Un soulagement. Revenu vivant. Il est revenu vivant. Pour lui, ouf. Voilà, ce que je craignais a été évité. C'est la mort par les armes. Maintenant, il a voulu l'aider ici en tant que vice-président. Il a tout fait pour que son fils rentre dans la démocratie, effectivement, et que ces caractères belliqueux qu'on lui donnait à Jean-Pierre tombent, parce que ce n'était pas évident. Est-ce qu'il est toujours belliqueux? J'en sais rien, parce que vous savez, moi, j'ai été le voir en prison. On a eu 3h30. Il vous dit quoi? Comment il vit la situation au pays? Ça lui fait mal aussi qu'il ait abandonné le pays dans cet état des choses. Il aurait bien voulu continuer l'œuvre qu'il s'est lui-même assiégée, c'est-à-dire travailler pour le Congo. Mais il aurait peut-être voulu continuer ça autrement, à sa façon. Mais moi j'estimais qu'il aurait dû continuer avec Joseph Kabila, qui était son président aussi pendant 3 ans. Je crois qu'ils avaient déjà installé un climat de confiance. Oui, là, un climat de confiance. C'est dommage. Est-ce qu'il vous a parlé du président Kabila là-bas, en prison? Non, non, sincèrement, Jean-Pierre ne parle pas beaucoup de la politique, sincèrement. En général... Il dit quoi du président Kabila, Jean-Pierre Bemba? À moi, il ne m'a jamais rien dit. Franchement. Et à d'autres personnes? Je mentirais. Je mentirais en disant qu'il m'a parlé de Joseph Kabila. Il ne m'a jamais parlé de Joseph Kabila. À d'autres gens, oui, certainement. Certainement, mais notre relation n'est pas faite sur ce sujet-là. Est-ce que votre famille pense que Jean-Pierre Bemba a été lâché par le Congo et par les institutions du Congolais pour aller l'envoyer en prison? Je pense qu'il y a une partie de la famille qui doit le penser. C'est évident. Il est sorti du Congo grâce à Joseph Kabila, parce qu'il n'était pas obligé d'accepter qu'il sorte d'ici. On connaît d'autres... présidents d'autres pays aussi qui refusent de faire sortir leurs adversaires politiques. Oui. Et il aurait peut-être contrôlé à partir d'ici plus facilement aussi, parce que ça restait un adversaire politique. Il ne faut pas oublier la date du 22-23, ils se sont tapés dessus. Oui, ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, il y a des choses qui ont été saccagées. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Ce n'était pas quelque chose d'agréable pour nous. Et les gens, certainement, doivent penser qu'en partant d'ici, le gouvernement, le président Kabila l'a lâché. Oui, il y a certainement des gens qui pensent, mais moi, je ne pense pas. Je pense que c'est justement le contraire qu'il fallait... Parlons un peu de l'Équateur. Vous avez dit tout à l'heure, fils du terroir, vous avez grandi à Guémena, là-bas, chez vous. C'est qui les leaders de l'Équateur aujourd'hui? Écoutez, je crois qu'il y a une crise de leadership.
À l'Équateur? Oui, je pense. Vous C'est-à-dire? savez, le problème de l'Équateur, c'est que les gens, c'est peut-être triste, si je veux dire, hein, et ça n'engage que moi, Oui. Les gens n'évoluent pas beaucoup. Qui évolue pas beaucoup? La classe politique ou les Non, les non, la ressortissants population. d'Équateur? La population. Oui, je pense. Parce que j'ai vu quand j'ai été, quand j'ai dit pourquoi j'ai soutenu Joseph Kabila, et pourquoi il fallait le soutenir, parce qu'il y avait un programme, il y avait quelque chose de positif à espérer dans Joseph. Les gens, les réponses que j'ai reçues parfois me décevaient énormément. C'est là que je vois que les gens vivent beaucoup avec le passé. Oui. Et Jean-Pierre Bemba, à un moment donné, était devenu le leader. Qu'on ne veuille ou pas. L'Équateur. Oui, c'était le leader, finalement, politique de l'Équateur, naturellement. Il a perdu le leadership à l'Équateur? Étant en prison, ce n'est pas évident, M. Kassamba. Il suffit de voir les élections législatives. Le MLC a beaucoup perdu. Oui. Ah, voilà. C'est que l'absence À qui la faute? La baisse du MLC à l'Équateur? Mais je crois que la dynamique était trop tournée vers la personne, le MLC. Tout tourne autour de Jean-Pierre Bemba. Je crois qu'il n'y a pas une idéologie assise, malheureusement, pour les gens qui l'accompagnent. Je crois que tout est personnalisé dans le MLC. Tout était sur Jean-Pierre Bemba. Il serait dehors, je crois que les MLC auraient eu une autre dynamique peut-être. Mais étant en prison, je crois qu'ils ont perdu. Ils ont perdu de l'influence à cause de ça. Revenons à l'Équateur. On dit l'Équateur est abandonné par le pouvoir Kabila. L'Équateur, personne ne participe à ce pouvoir. Ah oui? Le point de vue de Jean-Jacques Bemba, c'est quoi? C'est curieux parce que bon, moi je suis arrivé... On a parlé des codes 32. Oui, Honoré Ngwanda a dit... Ça, c'est un fait. Oui. C'est un fait. Oui. Et je l'ai dit sur une télévision il n'y a pas longtemps, que c'est ça la stigmatisation dont le président Kabila en a parlé au discours à la nation. Oui. Il ne faut pas stigmatiser. Il faut oublier cette histoire de code 32. Le président Kabila est là depuis 11 ans. Ce serait triste d'en parler encore jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a les ressortissants de l'Équateur qui profitent du système Kabila? Mais bien sûr. Qui? Bien sûr. Mais écoutez, M. Kassama, moi je suis arrivé en 2010, juillet 2010. J'ai trouvé Mozito au pouvoir. Après les élections, c'est un ressortissant de l'Équateur qui a été Premier ministre. Koya Diallo. Moi je crois qu'il est de l'Équateur. En tout cas... Les chefs d'état-major général. Voilà, M. Toumba est de l'Équateur, c'est le chef des armées. Vous croyez que M. Kabila, qui est de Katanga, peut donner à l'Équateur les armées entières sans avoir confiance en l'Équateur? C'est un faux problème, je ne crois pas du tout. Et moi qui suis un Bemba. Oui, j'allais poser la question. Je vois sur votre veste le visage de Joseph Kabila. Mais bien sûr, c'est mon président. C'est mon président jusqu'à preuve du contraire. Et ça a toujours été quelque chose de curieux pour les gens. Mais je suis désolé de le décevoir. Moi, j'ai toujours aimé la façon dont Joseph s'est comporté, son humilité, sa jeunesse, qui fait partie de ma génération. Et, vous lui trouvez quoi comme qualité? Joseph Kabila? Oui. Franchement, parfois, il faut quitter un peu le matériel pour le spirituel. Oui. Je suis très spirituel. L'humilité de Kabila, pour moi, c'est ça la plus grande qualité qu'il a jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, dès le début, il a commencé en 2001. Directement, il a ouvert le chemin en Afrique du Sud pour recevoir ses frères qui avaient pris des armes contre lui. 2003, il fait 1+4 que moi, je ne partageais pas d'ailleurs. Et votre frère était vice-président? Était vice-président. Est-ce qu'il était obligé de le faire? Il y a des gens qui auraient pu tenir beaucoup plus longtemps en faisant la guerre. On a vu Savimbi tenir 25 ans en Angola. Est-ce que Kabila était obligé? Il était en position de force. Il était un président légitime. Est-ce qu'il était obligé de regrouper tous ses frères qui avaient pris des armes contre le pays et partager le pouvoir pendant 3 ans? En disant tout ceci, c'est que nous suivons à l'étranger vont dire Jean-Jacques Bemba a pris beaucoup de millions, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Eh bien, je vais vous surprendre, et je vais surprendre peut-être même les gens qui nous écoutent de l'extérieur. Oui. Si je vous dis que je n'ai jamais vu Kabila depuis que je suis là, eh bien, c'est la vérité. Je ne l'ai jamais vu. À Kinshasa, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu pendant la campagne électorale. Moi, j'étais dans mon fief, il m'a trouvé. Mais vous savez, je n'ai pas besoin de le voir pour croire. Vous savez, la foi, pour moi, je vous ai dit les spirituels, la foi, c'est croire sans voir. Moi, je crois en Kabila sans le voir. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont à l'étranger, qui disent qu'il faut absolument s'évanger du pouvoir Mobutu et chasser Kabila du pouvoir? S'évanger du pouvoir de Mobutu pour chasser? Oui, Joseph Kabila du pouvoir. Ah bon, mais Mobutu a été chassé par les mêmes gens qui crient ça. L'AFDEL a marché pendant moins d'1 année. Mais Honoré Ngwanda a dit ça. Hein. Mais Honoré, je crois qu'il est très mal placé pour le dire.
Je n'ai pas beaucoup de respect pour un monsieur qui a participé à la chute de Mobutu. Et aujourd'hui, il veut nous donner des leçons. Moi, je suis un enfant de la maison. Je suis un enfant de Honoré Ngbanda. Je suis un enfant de Mobutu. Je suis un enfant de tous les Mobutistes. Oui. Je peux dire que, oui, moi, pour l'AFNEL, s'ils n'ont pas facilité ça, alors je ne sais pas comment... En quoi faisant? On a voilà, parlé des armes qui étaient achetées, qui ne correspondaient pas aux missions. Voilà, moi, tout ça, c'est quoi alors? Les mercenaires. Voilà, les mercenaires qui venaient et qui n'avaient pas des armes qu'ils voulaient, qui se battaient entre eux, qui se précipitaient sur le matériel et sur l'argent et tout ça. Qui les a engagés? Je ne crois pas que Kabila a dit à Mobutu, engage des mercenaires pour moi, comme ça je vais les tuer en route. Je ne pense pas. C'est eux les Mobutistes qui avaient engagé. Et je suis triste que des gens qui ont participé à la chute de Mobutu demandent aujourd'hui qu'ils vengent Mobutu. Mais il fallait commencer à venger Mobutu quand il était malade, quand ils ont vu qu'il était impuissant. Il fallait en ce moment-là, oui, se mettre debout et barrer la route à l'AFDEL. L'AFDEL arrive et ils disent qu'il faut venger Mobutu. Mobutu se retournerait 5 fois dans sa tombe. Tous les anciens Belgicains vous suivent, ceux qui sont à Londres, les ex-DSP, aujourd'hui, en vous écoutant, vous leur dites quoi? Qu'ils fassent quoi? Qu'ils reviennent comme vous? Vous êtes traqués? Est-ce que vous avez des gardes du corps? Il y a la dictature ici? Non, pas du tout. Moi, je leur dis qu'il faut revenir. C'est une perte de temps, l'Europe. Vous savez, moi, je suis, entre guillemets, un Européen aussi. Oui. Vous venez il n'y a pas longtemps, vous dites. Oui, je suis arrivé il y a 18 mois maintenant. Oui. J'ai vécu 13 ans d'affilée en Belgique. Quand je suis parti fin 98, je suis revenu qu'en 2010 pour enterrer mon pauvre père. Oui. Et je suis revenu pour les élections et m'installer à Kinshasa. Et vous savez, l'Europe ne pourra jamais nous offrir les opportunités que notre propre pays peut nous offrir. L'avenir de nos enfants ne se trouve pas en Europe. L'Europe a déjà travaillé, l'Europe a déjà mis toutes les fondations pour leur succession de leurs enfants. Ce n'est pas pour les Congolais, ce n'est pas pour les Africains. Il ne faut pas qu'on se trompe. L'Europe n'a pas travaillé pendant des années pour nous offrir des places à la place de leurs enfants. Vous comprenez? C'est nos diplômes, même si on sort des mêmes universités qu'eux, il ne faut pas qu'on se trompe. On n'aura jamais les mêmes qualités de travail qu'eux. Moi, comme vous m'avez demandé, je vais leur demander de revenir au pays et d'arrêter cette histoire de combattants parce que ça ne rime à rien. Les mêmes gens qui leur donnent des papiers, soi-disant, les mêmes gens se moquent de nous. Ils disent voilà. Ils justifient justement leur politique par rapport à l'immigration parfois. Il faut que les gens réfléchissent un peu par rapport à ça. Et les combattants, pour moi, c'est un faux problème. Moi-même, je suis, quelque part, on pourrait m'appeler. Vous savez, moi, j'ai vécu en Europe, en Belgique, j'étais quelque part dans un confort. Oui. Parce que j'étais le petit frère de Jean-Pierre. Absolument. Vous comprenez ce que je veux dire, M. Kassamba? Oui. C'était plus facile pour moi de profiter de ça. Mais c'est ça, c'est ça la vie. La vie, c'est ça, la facilité, parce que on vous chante, et parce qu'on vous regarde gentiment, parce que vous êtes le petit frère d'un opposant à Kabila. Et c'est ça. Si je devais me contenter que du confort, mais je serais resté en Belgique. Jean-Jacques Bemba, quand on vous suit, on décide une certaine sagesse, là, un certain pragmatisme, la manière d'aborder le monde. Si vous est demandé de compter les Congos d'aujourd'hui, de parler de la RDC d'aujourd'hui, vous direz quoi? Je dirais que l'avenir est certainement meilleur, mais avec Kabila, ce n'est pas mal du tout, déjà. Ça, simplement. Ce n'est pas mal du tout parce que moi, j'ai vécu sous la Deuxième République. Peut-être j'étais un peu inconscient. J'ai profité... Parce que j'étais dans un confort. Voilà, j'étais dans un confort. Bon, c'était très relatif aussi. Vous savez, je ne peux pas aller dans le détail. C'était très relatif, mais on se contentait de ce que nos parents nous donnaient. Et comme ils étaient au pouvoir, c'était beaucoup plus facile pour nous de vivre, socialement parlant. Aujourd'hui que je suis revenu en tant que père de famille et responsable, je trouve que ce n'était pas ça qu'il nous fallait. C'est-à-dire? C'était pas ça qu'il nous fallait. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pendant la Deuxième République? C'est-à-dire préparer l'avenir. Moi, je l'ai dit à tous mes parents, je l'ai dit aux amis, et aux frères qui ont fréquenté mon père. J'ai dit, mais écoutez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à que son âme repose en paix à Mouzé? Oui. Il a préparé un fils
pour le remplacer. Vous savez, vous pensez que Bemba Saolona ne vous a pas préparé suffisamment pour continuer? Je ne parle pas que de Bemba Saolona. Oui. Je parle de la globalité. Je parle de leadership de la deuxième République. Voilà, c'est-à-dire on n'a pas préparé les enfants pour. Parce que vous savez, quand nos parents ont pris l'avion pour fuir, oui, pour partir et quitter l'Afdel, et fuir l'Afdel, oui, ils nous ont pris avec eux dans le même avion, dans les mêmes bagages. Moi, je ne parle pas de moi parce que je suis resté avec mon père. oui. Mais la plupart des parents qui étaient des Mobutistes, ils ont pris leurs enfants, aussi grands qu'ils étaient. Il n'y avait pas d'indépendance, d'autonomie des enfants malgré les âges. C'est triste à dire. C'est triste à dire. D'ailleurs, je crois que dans le temps, c'est ça qui a choqué, mais c'était une vérité vraie. Quand Joseph a dit beaucoup de Quinois sont encore chez leurs parents. Oui. Mais c'est une vérité. Vous savez, moi, j'ai cette vertu de dire la vérité. N'en déplaise à certains. Oui. Moi, je ne crains pas qu'on me contredise. Mais si on prend le cas de la famille Mobutu, on a vu Zanga devenir quasiment vice-premier ministre de la République, quasiment troisième personnalité du pays. Quelle est l'appréciation que vous avez apportée de son passage quasiment à la tête de ce pays? Enfin, troisième personnalité, c'est quand même important. C'est quelque chose pour Zanga, c'était quelque chose de bien pour lui, franchement. Et c'était, qu'il ne veuille ou pas, ce n'était pas la volonté du chef de l'État, Kabila. Vous savez, Zanga aurait pu faire le premier pas, et Kabila aurait pu refuser aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Le pouvoir a chassé son père, l'Afdel. Il revient, on ouvre l'aéroport, on ouvre les portes qui reviennent dans son pays. Protéger voilà, la famille. Il s'installe. Joseph Kabila met les machines en route pour que tout soit remis à tout le monde. Il ne voulait plus cette histoire d'Obama et tous les restes. Là, les biens qui ont été confisqués. Oui, les biens mal acquis, tout ça, confisqués, et qui ont été libérés, et que chacun est revenu dans sa maison. Nzanga a choisi son chemin de faire la politique, ce qui était bien pour lui. Il aurait fallu qu'il continue à collaborer? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Parce que c'est une dynamique. C'est une dynamique qui était mise en place. Vous savez, je reviens toujours sur la dynamique qui était mise en place aussi entre Mouzé et mon père. Vous savez, mon père, c'était pas... Il était plus sage, votre père, que Nzanga, par exemple? D'avoir été consensuel et... Mais mon père, c'était d'abord un père pour Nzanga aussi. Il était beaucoup plus âgé. Il était un homme de beaucoup de qualité. Peut-être qu'Nzanga, à son âge, il était jeune. Il est encore jeune. Il n'avait pas encore acquis. Votre sœur est l'épouse Nzanga? Tout à fait, c'est mon beau-frère aussi. Oui, bien sûr. Quel conseil vous lui donnez aujourd'hui? Mais je lui dis de se ressaisir et de revenir. De revenir et de repartir. Son parti n'a qu'un seul député, c'est son frère. Oui. Gala, il avait 9, je pense, en 2006. Regardez un peu la différence. Pourquoi perdre 8 députés? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut venir redynamiser le parti. Quel rôle, Jean-Jacques Bemba, vous comptez jouer aujourd'hui dans la configuration politique maintenant? On dit, vous les fils d'eux. Hein, c'est vous qui avez géré ce pays pendant longtemps. Fils Mobutu, fils Kabila, fils Bemba. Alors vous, à titre personnel? Ben écoutez, le fils d'eux, ça ne veut pas dire qu'on est tous capables de faire quelque chose, de toute façon. Aujourd'hui, si je travaille avec Joseph Kabila, franchement, humblement parlant... Il n'y a pas de chantage? Non, non, il n'y a pas, parce que qu'est-ce que je représente? Donnez-moi quelque chose parce que je suis fils de Non, Bemba. mais qu'est-ce que je représente? Qu'est-ce que je représente? Si c'était pour les sensationnels, M. Gassamba, ou pour le show, alors il fallait que je revienne en 2006. En 2005, 2004, que j'aille chez Kabila contre mon frère. J'aurais peut-être eu des millions, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ça, c'est les sensationnels. Mais je n'aurais pas été Jean-Jacques Bemba moi-même. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très spirituel ce que je fais aussi. Et je tiens compte beaucoup de la spiritualité que moi j'ai en moi. Dieu m'a fait grâce. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je représente? Que dalle. Zéro. Nada. Jean-Pierre Bemba est en prison. Le MSC a perdu un tiers de son électorat. Si aujourd'hui Kabila me prend et il veut bien travailler avec moi, ce n'est que pour ma valeur intrinsèque. Ça ne sera pas parce que c'est un Bemba et je vais le prendre parce qu'il représente quelque chose. Moi, je ne vaux rien actuellement. Merci beaucoup. Vous comprenez ce que je veux dire? Si, vous valez quelque chose. La preuve, vous parlez avec beaucoup de sincérité, beaucoup de... Tout à fait. C'est si Kabila aujourd'hui m'offre l'opportunité de travailler avec lui, croyez-moi, ça ne sera que pour moi, Jean-Jacques. Ça ne sera pas pour un Bemba. Merci à vous. Vous avez été suivi quasiment partout dans le monde et s'il y a réaction, vous n'hésitez pas. Vous avez l'adresse. Merci Jean-Jacques Bemba. C'est moi. D'être venu. Dans quelques instants, les informations sur votre chaîne et on se retrouve avec beaucoup de plaisir très, très prochainement.
À très bientôt.